No deal. The Putin-Trump Aucun summit accord. in Le Alaska has sommet come entre and Poutine et gone. The Trump two en parties have Alaska est walked passé away with et les ambiguous deux parties references sont agreed upon repartis points avec des références during what ambiguës both à des points sur Putin lesquels ils and s'étaient Trump entendus called lors constructive de talks. ce que Putin Poutine et now Trump spoke ont for tous deux two-thirds of qualifié the de non-press discussion presser, constructive. while Trump Poutine delivered some a parlé optics of pendant les deux dominance and tiers diktats while de la admitting conférence sans that presse, there tandis was que Trump one big a point montré that une they just certaine couldn't agree upon. domination What's en obvious is soulignant that qu'il y Russia avait is not un point interested in majeur ceasing the sur war lequel without the il root ne pouvait causes tout of the conflict being simplement pas resolved, se mettre and a d'accord. Ce qui ceasefire est évident, wasn't c'est que la Russie mentioned n'est at pas all intéressée publicly par un during the cessez-le-feu summit. sans While que Russia's les position that causes Russia profondes du is not conflit interested soient in résolues ceasing the war et qu'un without the root cessez-le-feu n'a d'ailleurs causes of pas the été conflict being mentionné resolved, publiquement and pendant that le a sommet. ceasefire Alors wasn't que mentioned at la all position de la publicly during Russie the n'a summit. pas changé, While Russia's le sommet a position has provoqué not une changed, panique chez the les summit adversaires de la is Russie sending Russia's à Washington, adversaries in to Bruxelles see et Brussels Kiev. in Pour Kiev discuter de to tout see cela a et bien plus panic. encore, To j'ai avec discuss all moi of un this bon ami and de more, l'émission, I have with le me the journaliste et thread analyste of the show, géopolitique Pepe journalist and Escobar, geopolitical de analyst Pepe The Cradle, Escobar of The Cradle, Sputnik, Strategic Sputnik, Culture Strategic Culture, and so et much bien more. d'autres. Pepe, good Pepe, to see you ravi again. de te revoir. Ravi de te revoir, Danny. Ravi de vous revoir tous, notre public. Wow, parlons de moments intéressants. Oui, eh bien, Yeah, well, nous avons parlé we avant de spoke commencer, before Pepe, we et j'ai came dit que on, c'est un Pepe, nouveau and I monde. said it's a new Certains way. I dans want to open with les this médias before we grand get to public the occidentaux, details of what was je veux actually commencer par ça done avant, during d'aborder the summit les détails because du sommet, I car ce think clip est très this instructif pour clip right comprendre here comment les is very choses se instructive sont in how passées. things went. C'était vraiment inhabituel, atypique, et je pense que nous attendons tous le compte-rendu officiel, car l'ambiance dans la salle n'était pas bonne. Il ne semblait pas que les choses soient bien passées. Et il semblait que Poutine soit arrivé et imposé son rythme, il est allé droit au but de ce qu'il voulait dire et a obtenu son... C'était juste... So Putin came in and Donc steamrolled Poutine est Pepe. arrivé et a What imposé son exactly rythme, Pepe. in your mind Que happened? s'est-il Because exactement passé there was selon no toi? actual Il n'y a pas eu agreed d'accord upon officiel deal that issu came de out of ce this, sommet, but at the mais en same même temps, time, certaines now we're having positions de talks on how Poutine et de la some of Russie Putin and Russia's pourraient être positions reprises now lors de actually being futures forwarded discussions in avec future Zelensky, talks with avec Zelensky, l'UE, with the etc. EU, etc. Parle-nous So de talk ça, about car talk c'est about un this because énorme that's a changement huge pour le shift camp for the Russian russe, side, pas tant dans leur not position, so mais much dans in la their domination position, de leur but position. in the dominance of their position. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de commencer par Blondie là-bas. Évidemment, elle n'a jamais vu Poutine en action dans une réunion de haut niveau, surtout celles en Russie ou à travers l'Asie. Il n'a rien imposé, il n'en avait pas besoin. Il a été accueilli avec, je dirais, une politesse exceptionnelle par Trump. Mais cela a été très bien dès le départ. Le ton a été donné dès l'aéroport, y compris le spectacle aérien, bien sûr, avec le B-2, tout le tout team. Mais dès le début, nous pouvions sentir qu'il y avait de la chimie entre eux. Ils se sont tous deux dit « Je vais t'aider ». Poutine a dit en anglais à l'aéroport « Je suis là pour t'aider ». Et Trump a également dit « Je t'aiderai ». Très important dès le départ. Cela contredisait toutes les prédictions catastrophiques avant le sommet et contredisait beaucoup d'entre nous. Nous n'avions absolument pas d'attente élevée pour ce sommet. Et au fil du temps, après la première heure, après la deuxième heure, puis nous sommes arrivés à 150 minutes. Nous pouvions déjà voir qui parlait vraiment. Ce qui signifie des détails sur la réinitialisation de la relation stratégique entre les superpuissances, bien au-delà de l'Ukraine, bien sûr. Contrairement à toutes les attentes, ce fut un succès jusqu'à la conférence sans presse. Bien sûr, nous attendions tous au moins 20 minutes, une demi-heure de questions-réponses, mais cela n'est confirmé par aucune des deux parties. Après ces premières 30 ou 45 secondes, lorsqu'ils sont entrés dans la salle, il y a eu 1 plus 1 plus 1 en salle, et cette horde de hyènes sauvages du média grand public américain lançant toutes sortes de « wow », probablement à l'équipe Trump 2.0 et à l'équipe Poutine a décidé « d'accord, nous allons avoir 2 présentations à la fin, et c'est tout ». Cela a parfaitement du sens. Même l'équipe Trump ne serait pas, car très important. C'est quelque chose que Blondie dans la bande que tu as montrée ne dit pas. La partie américaine de la salle était extrêmement hostile. Envers Poutine, envers Trump, envers Poutine évidemment, et envers Trump aussi. Ils étaient extrêmement hostiles envers les grands acteurs. Donc cela a parfaitement du sens. Pourquoi allez-vous répondre à ces questions stupides?
Ils les connaissent déjà depuis le début. Donc ce que nous avons eu, c'est Poutine. Il faisait une présentation en suivant ses notes, ce qui signifie qu'il est allé exactement sur les points clés qui devaient être soulignés. Et du côté de Trump, c'était de l'improvisation, comme d'habitude. Nous y étions habitués. Très bien, nous savons. Je ne veux pas passer la conférence de presse, Pépé, très rapidement. Mais je veux juste montrer, juste ici, tu vois. Comme tu dis, nous n'allons rien diffuser parce que je pense que ton explication sera excellente pour ça. Mais regarde, Poutine a parlé jusqu'à la 8e minute sur 12. Je crois qu'il a terminé vers 8h30. Et Trump a parlé pendant 4 minutes. Et cela a rendu l'establishment américain fou parce qu'il a dominé. Et la manière dont Poutine l'a fait, Pépé, cela m'a rappelé la façon dont il a abordé une interview avec Tucker Carlson dans une situation beaucoup plus restreinte, beaucoup plus microcosmique, mais continue. Oui, donc d'accord. Pour donner le ton sur les décisions les plus importantes, je vais vous donner, Danny et à notre audience, 2 citations. La première citation est du président Poutine lui-même. Faites très attention. C'est probablement l'une des rares fois où Trump, en une seule phrase, résume une discussion géopolitique très détaillée. Cela a été publié sur Truth Social. Il a été déterminé par toutes les 2 délégations, c'est déjà très important, que la meilleure façon de mettre fin à l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine est de passer directement à un accord de paix qui mettrait fin à la guerre, et non à un simple accord de cessez-le-feu qui souvent ne tient pas. Nous devons, d'accord, prenez une minute, vous tous, pour examiner ce qui est dit ici. C'est extrêmement important car en une seule phrase, Trump détruit complètement le raisonnement de l'OTAN, de l'URSS et des soutiens des fascistes nazis à Kiev en quelques mots. Donc c'est ce qu'il veut vraiment et c'est ce que, en même temps, Poutine a réussi à imprimer dans l'esprit de Trump. Nous avons besoin d'une solution globale. L'Ukraine en fait partie. Donc nous résolvons théoriquement la guerre par procuration, que évidemment Poutine ne dirait pas ouvertement, que vous, Empire du Chaos, avez commencé contre nous en utilisant l'Ukraine comme proxy. Mais le plus important est la réinitialisation de nos relations stratégiques. Très très important. Maintenant, comparons cette citation de Trump avec Medvedev. Et comme nous le savons, Medvedev n'est pas un stratège très modéré, calculateur et méticuleux comme Poutine. Medvedev est plutôt direct, avec quelques aspects provocateurs, ce qui le rend immensément divertissant. Mais en même temps, c'est un ancien président de la Russie. Il est, pour toute fin pratique, le numéro 2 en Russie. Donc, quoi que Medvedev dise, que ce soit en trollant ou quand il devient très sérieux, ce qui est le cas ici, nous devons y prêter attention. Donc, citant Medvedev, le président de la Russie a personnellement et en détail présenté au président des États-Unis nos conditions pour mettre fin au conflit en Ukraine. C'est immensément important, car nous pouvons voir à la réaction de Trump qu'il commence enfin à comprendre la situation et qu'il a dû écouter directement Poutine. Nous pouvons donc imaginer qu'il y avait des discussions en coulisses très sérieuses. On pourrait même dire que Sergei Lavrov a eu ses 10 minutes, car Lavrov est probablement la personne numéro 1 sur la planète, à part Poutine, qui connaît le dossier dans les moindres détails, depuis 1991, pas seulement depuis McFaul ou le début de l'opération militaire spéciale, SMO. Lavrov connaît tout de tout quand il s'agit de l'Ukraine et de la Russie. Il est donc évident, et c'est assez intéressant, que Poutine a fait référence à Lavrov assis au premier rang lors de la conférence sans presse, en le pointant du doigt. J'adore ça, car cela signifie que Poutine accorde beaucoup d'attention et respecte profondément Lavrov, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Voilà pour la première partie de la citation de Medvedev. Deuxième partie, surtout, selon Medvedev. Les 2 parties placent directement la responsabilité d'atteindre des résultats futurs dans les négociations pour mettre fin aux hostilités Kiev et l'Europe. Peux-tu croire que Medvedev dit exactement la même chose que Trump dans son post sur Truth Social? C'est immensément impressionnant. Et je dirais que ces 2 citations résument vraiment ce qui s'est passé pendant ces 150 minutes. Bien sûr, aucun de nous ne s'attendait à ce que cela se passe de cette manière,
Et à ce degré de compréhension, pas au sens complet, mais au moins du côté américain, une compréhension plus profonde des causes sous-jacentes de tout ce drame, ce que Poutine, Medvedev et tout le monde insistent depuis au moins 3 ans et demi. Ensuite, quelque chose de très très important, Danny et vous tous, notre audience, concernant les BRICS. N'oubliez pas, Poutine était également là en tant que représentant de haut niveau des BRICS au milieu d'une guerre hybride. D'une guerre tarifaire, dans certains cas une guerre chaude contre l'Iran, une guerre froide contre les BRICS dans leur ensemble. Trump, de son côté, représentait Xi, Modi, Lula, etc. Très très important. À qui Poutine a-t-il parlé avant de se rendre en Alaska? À tous les BRICS. Oui, pas seulement à tous les BRICS, Daniel, mais surtout à Xi Jinping. Oui, surtout Xi Jinping. Et bien sûr, il a parlé à Lula et à Modi. Absolument important. Et Modi et Poutine, on peut dire qu'après l'Alaska, les vrais scénaristes de ce grand jeu stratégique géopolitique, ce sont eux, Modi et Poutine, ensemble. C'est donc ce que les BRICS et le Sud global vont retirer de cette rencontre. Et très important, et très pour le moment. Trump a apparemment promis de ne pas imposer de sanctions aux membres des BRICS, au moins pour la semaine prochaine, 2 semaines, 3 semaines selon la suite, ou probablement avant leur deuxième rencontre, que, comme nous le savons tous, la planète entière sait, y compris les lézards sur les îles de Java, que Poutine a officiellement invité Trump à se rendre à Moscou pour la prochaine rencontre, en anglais. Évidemment, c'était hier. Bien sûr, je suivais plusieurs chaînes et ces imbéciles sur CNN, BBC, etc. ne comprennent toujours pas que Poutine maîtrise parfaitement l'anglais et qu'il le parle relativement bien. Il ne parle jamais anglais en public pour des raisons de fierté nationale et de diplomatie. Il parle russe, sa langue maternelle, mais il comprend parfaitement l'anglais et n'a même pas besoin de traducteur. Il a des traducteurs seulement pour les détails fins. Il n'en a même pas besoin. Par exemple, il y a eu un dialogue capté par les caméras russes en coulisses. J'ai publié une petite photo à ce sujet sur mon X. Il y avait un traducteur russe, probablement le numéro 1, qui traduisait pour Poutine en Alaska. Mais Trump et Poutine parlent directement. Et Poutine répond directement à Trump sans avoir recours à son traducteur. Et cela a commencé dès le tarmac, à l'aéroport. Cela a facilité énormément les choses. Alors, d'où pouvait-on attendre ce degré de politesse et de compréhension de la part des Américains? Sûrement pas de nous. C'était une énorme surprise. Bien sûr, tout le diable est dans les détails. Est-il possible, de la part de Trump, de vendre quoi que ce soit aux néoconservateurs, à une grande partie de l'élite dirigeante américaine, aux élites atlantistes de la côte Est, jusqu'aux grandes capitales européennes, et surtout à ces grandes familles du Royaume-Uni, la City de Londres, etc. Sans oublier tout le complexe de Bruxelles, OTAN, UE, et tous ces fascistes nazis derrière Zelensky à Kiev? Non, nous savons que c'est impossible. Et cela a déjà commencé avec cet appel téléphonique. Trump lui-même a dit « Regardez, ça a été difficile ». Quand ils disent cela signifie évidemment qu'ils sont horrifiés. Regardez leurs médias grand public, c'est pitoyable. Ce matin, j'ai fait un tour rapide sur les médias du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne et de France, et ils sont cataleptiques. Pouvez-vous imaginer les gens qui dirigent vraiment le spectacle dans la sphère atlantiste? Donc, ça commence lundi, le travail lourd. Très important, compte tenu des fuites jusqu'ici. Du côté américain, pas grand-chose. Côté russe, quelques éléments que je garde pour ma chronique que je prévois de publier lundi, et j'aimerais obtenir des confirmations supplémentaires cette semaine. Mais une des choses que mes interlocuteurs à Moscou m'ont dites, et c'est très important, Danny et vous tous, c'est que dans leur analyse détaillée, c'était le point numéro 1. Laissez-moi voir si je le trouve ici. Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord, je vais citer sans citer directement. Donc cela vient d'une source très fiable, très proche de certains membres qui étaient présents. Pas forcément sur la table? Oui, sur la table, oui. Parce que ça signifie Lavrov, et bien sûr, nous entretenons d'excellentes relations avec le ministre des Affaires étrangères, mais aussi avec Belousov et Siluanov. Lorsqu'ils ont été approchés par les médias russes après le sommet, Siluanov et Belousov, Finance et Défense, ont tous deux déclaré que c'était excellent. Et ces gars-là,
Ils n'ont pas ce genre d'adjectif dans la bouche tout le temps. Donc, je vais citer le premier point de ce que j'ai reçu. C'était fermement exprimé, et cela a été fermement exprimé par la délégation russe, par Poutine, Lavrov et bien sûr les Américains. Arrêter toutes les livraisons directes d'armes des États-Unis à l'Ukraine comme étape vitale vers la solution. Bien sûr, il n'y a aucun doute que les Russes ont dû dire à Poutine et directement aux Américains cette chose. Et très important, les Américains ont accepté le fait qu'il est nécessaire de diminuer de façon drastique les livraisons létales. Vous voyez, c'est une nuance. Ce n'est pas qu'ils vont tout arrêter, mais ils vont réduire considérablement. Et évidemment, qui va compenser le reste? L'OTAN. Et d'accord, l'Europe est clé dans cette solution. Ils sont donc très circonspects. Maintenant, ils fournissent régulièrement des armes à Zelensky. Alors laissez-les continuer. C'est ce qu'un de nos interlocuteurs a dit. Laissez-les continuer à soutenir financièrement l'Ukraine et continuer à l'armer. Mais il y a ensuite un énorme problème. Il y a une discussion sur les chiffres et le côté russe en est venu à la conclusion, même avant de se rendre en Alaska, que le complexe OTAN-UE. Ils n'ont pas l'argent pour continuer à soutenir Kiev et ils n'ont pas les armes. Même s'ils commencent à acheter des tonnes d'armes américaines payées en euros qu'ils n'ont pas. D'abord, ils doivent obtenir les euros en payant des taux d'intérêt exorbitants pour acheter ces armes américaines. Et ensuite seulement, ils peuvent penser à recommencer à armer Kiev. Donc, cette chaîne d'approvisionnement ne va pas fonctionner. Des deux côtés, sur le plan militaire et sur le plan financier. Les Russes le savent, et évidemment, Trump et son équipe le savent aussi. Et cela nous ramène à ce qui pourrait être la stratégie de Trump. Il parle déjà à l'OTAN, pas à la Commission européenne. Vous ne pouvez pas imaginer Trump décrocher le téléphone pour appeler Bruxelles et parler à la méduse toxique. Oubliez ça. Il va parler uniquement à l'OTAN, parce que c'est ce qui compte. Et ils ont dit, écoutez, nous essayons de trouver une solution, etc. D'accord, quelle est votre position? Et nous savons quelle est la position. La position de l'OTAN et la position américaine. Et ensuite, nous avons tous les chihuahuas qui aboient à droite et à gauche. D'accord. Donc vous voulez continuer la guerre et nous essayons de trouver une solution globale pour tout. D'accord, la guerre est la vôtre. Alors, trouvez l'argent pour acheter nos armes et payez-nous en euros à partir de maintenant. C'est tout. Très simple. Donc l'argument de Trump est très clair. Et nous pouvons dire qu'après l'Alaska, cela a été résumé en une seule phrase. Son appel à l'OTAN et sa conversation avec Zelensky lundi à Washington. C'est tout. Une seule phrase. D'accord, la guerre continue si les Européens paient pour votre guerre et nous nous en retirons. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Nous sommes intéressés par un réajustement global, redémarrage des relations stratégiques États-Unis-Russie. Donc Danny, c'est, disons, le gros titre principal. Et vous savez, les 3 ou 4 premiers paragraphes, si c'était un article. Vous voyez, il y a beaucoup plus, bien sûr, mais c'est le résumé de ce qui comptait vraiment. Et encore une fois, aucun de nous ne s'y attendait. C'était. Oui, oui. Tu sais, et je suis curieux, Pépé, à quel point c'est, et je veux passer un court extrait de Trump sur Hannity, ce qu'il a dit sur ce grand point sur lequel ils ne sont pas d'accord. À mon avis, je ne sais pas dans quelle mesure il s'agissait de parvenir à un accord. Trump, Poutine pour la paix, plutôt que de permettre aux États-Unis de transférer cela à l'Europe, à Kiev. S'ils ne sont pas d'accord, la guerre continue. Mais la Russie ne panique pas, vraiment à ce sujet, parce qu'elle gagne. Et donc, comme tu l'as dit, ils sont prêts à laisser les États-Unis déléguer, et les États-Unis seront encore impliqués. Évidemment, comme tu l'as dit, l'Europe ne peut pas le faire. L'Ukraine ne peut pas le faire sans les États-Unis. Ils ne le feront pas bien de toute façon. Mais cela permet à la Russie de travailler ensuite sur ces autres points que tu as dit être si critiques. Et donc tu peux commenter là-dessus, mais je voulais passer, avant de passer à un autre angle sur ce problème majeur, ce grand point sur lequel ils ne sont pas d'accord, parce que je pense que c'est une façon de garder les néoconservateurs aussi satisfaits que possible dans ce moment critique pour eux. Allons-y. Beaucoup de progrès ont été faits. La réunion a eu lieu dans cette salle. Oui. C'est ici que vous vous êtes rencontrés, juste dans cette salle. Avez-vous eu juste... Laissez-moi examiner. Ah, voilà.
C'est là que vous étiez assis. C'est tout. Je dirais que c'est tout. Oui. Avez-vous eu du temps seul avec lui? Oui, je l'ai eu. Et en fait, après nos discours, il a fait un très bon discours. Et j'ai aussi terminé. Et après, nous avons parlé immédiatement après. Nous avons parlé très sincèrement. Je pense qu'il veut que ce soit fait. Oui. Lors de votre conférence de presse, vous avez parlé de beaucoup de choses sur lesquelles vous étiez d'accord et sûrement un grand point sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Êtes-vous prêt à le rendre public? Non, je préfère ne pas le faire. Je suppose que quelqu'un va le rendre public. Ils s'en occuperont. Mais non, je ne veux pas faire ça. Je veux voir si nous pouvons le réaliser. Vous savez, ce n'est pas encore conclu. Et l'Ukraine doit être d'accord. Je veux dire, le président Zelensky doit être d'accord, mais c'est une guerre terrible où il est. Donc, je voulais m'arrêter là, Pépé, parce qu'il dit littéralement, quelqu'un va le divulguer, il y a ce grand point, et ensuite il parle de l'Ukraine. Attends, donc c'est évidemment à propos de l'Ukraine. L'Ukraine doit être d'accord. Et donc, pour revenir à mon autre point, c'est là que la Russie intervient et dit, oui, nous pouvons non seulement tolérer cette posture des États-Unis et de Trump, parce que peu importe ce qui se passe, nous travaillons à obtenir davantage de ce que nous voulons, quoi qu'il arrive. Ton analyse? Bien sûr, ce sur quoi ils se sont entendus est secret, et évidemment, cela a été intégré dès le départ dans cette phrase cruciale d'Ushakov, immédiatement après la visite de Witkov à Moscou, quand Ushakov a déclaré « Les Américains ont présenté une proposition que nous jugeons acceptable ». Cela faisait déjà partie de la proposition originale de Trump, et c'est ce qui a poussé Poutine à l'étudier attentivement et à proposer l'Alaska pour une rencontre en face à face, essentiellement pour discuter de cette proposition acceptable. Voilà la chaîne, la partie la plus importante de cette série d'événements. Cela signifie que, pour que Poutine et le Conseil de sécurité examinent une proposition américaine, cela signifie apparemment, nous ne connaissons pas les détails, évidemment, que Trump et au moins certaines personnes autour de lui comprennent enfin les causes profondes de toute la tragédie ukrainienne. Peut-on parier là-dessus? Non, sûrement pas. Mais considérez que Lavrov était dans la pièce. Encore une fois, Lavrov a eu le temps d'expliquer à Trump et en 150 minutes, si Lavrov avait 10, Lavrov peut tout expliquer en 10 minutes à n'importe qui. C'est très très important. Et bien sûr, les affaires. Pourquoi Trump veut un accord global et un redémarrage des relations stratégiques entre les États-Unis et la Russie? Essentiellement pour des affaires. Et le pétrole et le gaz. Encore une fois, où? Dans l'Arctique et la Sibérie orientale. Très très important. Voyons les dates. Je crois que c'était le même jour. Oui, le même jour de la rencontre en Alaska, Poutine a signé un décret. Très très important. Avec ce décret, il sera possible pour ExxonMobil de revenir en Russie et de recommencer à investir dans le Sakhalin 1, un projet gazier gigantesque dans les îles Sakhalines. En octobre 2022, histoire très importante, la gestion du projet Sakhalin 1 a été transférée complètement à Rosneft via une filiale. À ce moment-là, ExxonMobil possédait 30% de ses parts. Ils se sont retirés complètement. N'oubliez pas, c'était quelques mois après le début de l'SMO, avec des tonnes de sanctions sur la Russie. Donc ExxonMobil a dû partir. En gros, Poutine disait à Exxon, vous devez partir. Il est impossible de continuer à travailler ici à cause des sanctions, même déplacer des fonds est impossible. Exxon détenait 30% du projet, les autres étaient une entreprise indienne et une entreprise japonaise. Mais Exxon est sorti. Et vous savez combien Exxon a perdu en quittant le marché russe et spécifiquement ce projet? 4,6 milliards de dollars. Dans l'univers pétrole-gaz aux États-Unis et dans l'univers de Trump, c'est beaucoup d'argent. Il faut donc rendre possible le retour d'ExxonMobil en Russie. Ce qui signifie quoi? Trump 2.0 étudie déjà quelles sanctions lever pour que ExxonMobil puisse revenir à Sakhalina. Je cite tout cela comme exemple des vrais intérêts derrière la possibilité d'un redémarrage. Bien sûr, nous n'en sommes pas encore à la partie la plus compliquée, les missiles nucléaires, un possible renouvellement du traité INF, etc.
Pour Trump, ce qui compte, ce sont les affaires et le pétrole et le gaz pour de grandes entreprises américaines en Russie, en collaboration par exemple avec Rosneft. C'est le Holy Grail. Dans 2 semaines, c'est le Forum économique de Vladivostok. Je serai là et ce sera l'une de mes premières questions à quiconque, surtout aux dirigeants de Rosneft. Je dois demander tout de suite, alors, est-ce vrai qu'Exxon va revenir et que nous allons travailler à nouveau ensemble dans les îles Sakhalines? Voilà, voyons voir. La machine est en marche très très vite. Supposons que Trump 2.0, Trump lui-même ne sait probablement pas. Supposons que Trump 2.0 est très conscient de ce qui va se passer dans 2 semaines entre la Russie et la Chine. D'abord, Poutine et Xi Jinping se rencontreront à nouveau le 3 septembre à Pékin. Commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale selon la Chine. Et bien sûr, l'occupation japonaise de la Chine, qui pour les Chinois est encore plus importante que la guerre contre les puissances nazifascistes. Très important. Et le troisième, 2 jours après, le même jour que Poutine sera à Pékin avec Xi Jinping, c'est le début du forum de Vladivostok. Je peux imaginer qu'il y aura plus d'Américains que l'année dernière, car ils seront déjà présents. Nous voulons participer à ce vaste projet d'intérêt national russe pour un réseau super économique et infrastructurel dans l'Arctique et l'Extrême-Orient, thème central du Forum économique de Vladivostok. Cela se passe dans 2 semaines, littéralement demain. Évidemment, l'entourage de Trump a dû lui dire « Regarde, tu sais que Poutine a parlé à Xi avant de te parler, et ils parleront encore après l'Alaska. » Voilà où se situe la connexion BRICS de haut niveau. Encore une fois, je dois souligner, ils agissent en très très étroite coordination, surtout Russie et Chine. Et Poutine va informer Modi, Lula et tous les autres jusqu'où, on ne sait pas. Pour le moment, les accords entre Poutine et Trump, plus ou moins solidifiés en Alaska, restent secrets et aucune fuite n'est souhaitée des côtés américains et russes. Les diplomates et analystes russes, les mieux informés, n'ont pas encore trop de détails. C'est ce que j'ai reçu ce matin de Moscou, et c'est déjà beaucoup. Comme vous le voyez, pas de détails précis, mais c'est très très important et tout est lié. Le calendrier, l'objectif global de Trump pour obtenir un reset lié aux affaires. Et le fait que si les États-Unis sont exclus du développement Russie-Chine et de l'intégration économique, c'est fini. Vous êtes hors du grand plan, car c'est le grand plan des BRICS, et Russie et Chine en pilotent l'interconnexion sur toute l'Eurasie. Bien sûr, nous n'avons pas de type Brzezinski dans Trump 2.0. Quand on regarde la Dream Team d'un côté et les rookies de l'autre, au début, as-tu vu le début d'année quand c'était 5 contre 5? J'ai fait le décompte de la Dream Team et des rookies, et c'était, waouh, très embarrassant. Très très embarrassant. Et 3-3 était encore embarrassant. Comment peut-on comparer Lavrov avec le petit Marco Rubio? Et comment peut-on comparer nous, la vieille Fox, avec Witkoff? Tu sais. Pepe, let's actually Pépé, continuons réellement, parce que nous n'avons pas parlé depuis cette guerre contre les BRICS menée par les États-Unis. L'administration Trump a vraiment explosé, menant vers la rencontre en Alaska, la réunion, et tu sais, l'administration de Donald Trump en particulier, très consciente des BRICS, très consciente non seulement des BRICS, mais bien sur des BRICS de premier rang, la Russie et la Chine, et ce qu'ils font, mais c'est ainsi que Donald Trump encadre comment il a traité cela. Et je crois que la normalisation avec la Russie pourrait sûrement être un moyen de faire ce que Donald Trump a dit depuis avant son élection, ce qui signifie de les séparer. Et c'est exactement le point qu'il soulève ici. Quelque chose d'impensable. Et Obama aussi, je l'ai arrêté. Et puis tu sais, une tragédie est arrivée. En fait, c'était une tragédie, l'élection était une tragédie, mais il a fait quelque chose d'impensable. Il a rapproché la Chine et la Russie. C'est pas bien. Si tu es juste un petit étudiant de l'histoire, c'est la seule chose que tu ne voulais pas faire parce qu'ils sont fondamentalement des ennemis naturels. La Russie possède d'énormes étendues de terres. La Chine possède un nombre colossal de populations. Et la Chine a besoin des terres russes. Voilà comment c'est interprété. C'est terrible, n'est-ce pas? Et la Chine veut des terres russes. Tellement enfantin, non? Mais même Lindsey Graham,
je vais le faire passer rapidement. Tu sais, Lindsay, Graham agit encore et encore comme s'il était le chef de la politique étrangère de l'administration Trump, mais il termine toujours ses commentaires sur le conflit actuel en punissant les BRICS. Donc ici, les nouvelles que vous m'avez données dans cette interview sont bouleversantes. Le président Trump a dit que Poutine veut qu'il rencontre Zelensky, que Poutine accepterait apparemment maintenant une réunion trilatérale entre Poutine, Zelensky et Trump. C'est la plus grande avancée de la soirée, je n'ai jamais entendu ça auparavant. Si nous avons cette rencontre, je pense qu'il y aura une fin honorable et juste de cette guerre avant Noël. Eh bien, avant Noël. Si cette rencontre n'a pas lieu, alors je pense que Trump devra de nouveau utiliser des mesures sévères contre Poutine et ceux qui achètent son pétrole et son gaz. Ceux qui achètent son pétrole et son gaz, aka BRICS, Inde, Chine. Donc, Pepe, parle-moi de comment l'élément BRICS intervient dans Donald Trump, ce qui n'a pas été un secret malgré toutes les provocations et tous les hauts et bas, principalement des bas, dans les relations américano-russes sous cette administration jusqu'à cette rencontre. Ce n'est pas un secret que la normalisation fait partie de la stratégie, ce qui signifie. Mais cela a beaucoup à voir avec les BRICS, je crois. Tes pensées? Eh bien, encore une fois, Trump prouve qu'il n'a absolument aucune idée, spécifiquement sur le partenariat stratégique Russie-Chine. Ce n'est pas l'administration atlantique qui les a rapprochés. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Trump aille au forum de Vladivostok, par exemple, il y a 10 ans, 2000, encore avant. Si je me souviens bien, déjà en 2013, 2014, ok, disons 10 ans, 2015, il discutait déjà d'une intégration plus étroite à Vladivostok. Russie et Chine. C'est au début de l'ère Xi Jinping. Xi Jinping a commencé en 2012. 2013 était le début des nouvelles routes de la soie. En 2015, les Russes disaient déjà « Nous faisons partie des nouvelles routes de la soie. Nous voulons réaliser un projet côte à côte avec la Chine. » Et généralement, ces discussions avaient lieu au Forum de Saint-Pétersbourg, généralement en juin, et à Vladivostok chaque septembre. Donc ceci, et n'oublie pas, très très important, était déjà une réaction contre le soi-disant pivot asiatique de l'administration Obama, une idée lancée au département d'État par Kurt Campbell. Il a conceptualisé un pivot vers l'Asie. Hillary a repris le concept et elle dit qu'elle l'a fait. À l'époque, elle a écrit un long article dans Foreign Affairs disant que c'était sa contribution. Et évidemment, le pivot vers l'Asie, à la fin, rien ne s'est passé. Mais la Russie et la Chine ont prêté une attention très particulière. Et ceci, quand les BRICS se développaient encore petit à petit, la première moitié de la décennie précédente, mais encore une fois, 10 ans auparavant, en 2015, la relation était très très étroite. Et après Maidan, après 2014, cela a commencé à accélérer. Donc évidemment, imaginez que Trump aurait fait ses devoirs. Il ne fait jamais ses devoirs sur rien. Mais au moins, quelqu'un dans Trump 2.0 pourrait lui consacrer 10 minutes pour lui expliquer les bases, tu sais, ou lui donner un article, quelque chose. Rien, bien sûr. Donc, il ne sait pas, il ne sait toujours pas comment le degré de collaboration et d'interaction entre les BRICS de premier rang a évolué après qu'il a lancé son tarif Dementia Overdrive. Il n'a aucune idée de comment il les a rapprochés. Beaucoup. Il n'a rien à voir avec le passé. Trump a rapproché encore plus les BRICS à cause de ses tarifs. C'est le point numéro 1. Nous n'avions jamais eu auparavant une situation où 4 ou 5 des principaux dirigeants BRICS échangeaient des appels téléphoniques jour après jour entre eux. C'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. Oui, très, très important. Et le fait qu'ils aient suivi de très près l'Alaska, encore une fois, parce qu'ils savaient que Poutine les représentait. Et cela, disons, c'est, je dirais, une très, très petite victoire pour les BRICS pour le moment. Il n'y aura pas de sanctions supplémentaires contre eux, au moins pour le moment. Donc cela implique que les Russes doivent continuer à huiler la machine Trump, y compris la machine de flatterie.
et Poutine est un maître en la matière. Oui, je suis sûr que vous avez tous remarqué hier quand Trump rayonnait, disant que Poutine lui avait dit que cette guerre ne serait jamais arrivée s'il avait été aux commandes. Voilà l'art de la flatterie stratégique. Et Poutine et son entourage savent vraiment comment l'appliquer. Sûrement même Lavrov aurait pu le dire à Trump dans la salle pendant la réunion. Mais Trump ne comprend toujours pas les BRICS. Il sait, la seule chose qu'il sait, c'est que les BRICS représentent une menace. Pourquoi? Essentiellement à cause de la dédollarisation. Ils n'en parlent même pas. Ils font de la dédollarisation sans l'appeler ainsi. Et bien sûr, il y a aussi l'angle reverse Nixon. Oui, il pourrait penser qu'il pourrait appliquer un reverse Nixon. Cela signifie qu'il ne comprend pas tout ce qui entoure le partenariat stratégique Russie-Chine. Et maintenant, waouh, c'est déjà aussi proche que possible. C'est historique, Ain't getting closer. c'est le plus proche jamais atteint. Ça se rapproche, et on dit ça chaque semaine, n'est-ce pas, Danny? Nous avons encore une marge pour continuer à progresser. Tu sais, c'est une fusée, c'est une fusée interstellaire, ce partenariat stratégique, et tu peux imaginer ce qui va se passer. Lundi, s'il va en Inde. Tu imagines ça il y a seulement quelques jours? Non, bien sûr que non. Pendant le BRICS, quand je parlais avec nos amis universitaires chinois là-bas, ils se plaignaient tous du manque de confiance entre l'Inde et la Chine. 3 semaines, 3 à 4 semaines plus tard, Xi Jinping va personnellement parler à Jaishankar en Inde. C'est extraordinaire. Bien sûr, tout cela a à voir avec une intégration plus profonde des BRICS. Et ce que Lula a dit il y a quelques jours s'applique parfaitement. C'était un des meilleurs moments de Lula ces dernières années. Il a dit « Nous travaillons à une position BRICS globale et coordonnée contre la guerre tarifaire ». Je me demande si quelqu'un dans Trump 2.0 comprend ce processus. Sûrement pas. Sûrement pas. Et ce qui est incroyable avec ce que Lula a également dit ces derniers jours, c'est que même si nous avons parlé de la difficulté, de la complexité, et que cela pourrait ne pas être possible dans un futur proche, il parle même de « nous devons expérimenter avec notre propre monnaie ensemble ». Et rien qu'en faisant ce pas, je le répète, rien qu'en faisant ce pas, il exerce une énorme pression positive sur les BRICS pour continuer la dédollarisation, sans utiliser le terme Yeti dédollarisation, comme tu l'as appelé. Oui, et c'est là où nous en étions, Danny, à la fin du sommet BRICS à Kazan l'an dernier. Puis il y a eu une longue pause, novembre, décembre, janvier, février, mars, presque 5 mois. Rien ne s'est passé. Les Brésiliens n'ont réagi qu'en mars-avril, car ils avaient un sommet début juillet et rien ne se passait. Et typique du Brésil, à la dernière minute, ils ont assuré. Ce fut un immense succès. Tout le monde a travaillé comme des fous. Sherpa, tous, les membres du Conseil d'affaires BRICS, TUNAM, tous les comités, etc. Et bien sûr, ce n'était pas un hasard si, le jour après la fin du sommet BRICS à Rio, Trump lançait sa nouvelle offensive contre les BRICS. Il a senti le danger, et c'est le mérite du succès du sommet BRICS à Rio, où bien sûr il n'y a pas eu de percée spectaculaire, mais en fait, encore une fois, très important de souligner, tout était lié à la déclaration finale, la vraie déclaration. Nous sommes les BRICS, voilà ce que nous faisons, nous avons une clarté d'objectif. Non, rien ne nous fera dévier de notre objectif. Et voilà, c'était très très sérieux. Et ils travaillent déjà sur plusieurs niveaux, et la chose la plus importante est augmenter les échanges en utilisant leur propre monnaie et celle de leurs partenaires, les 10 membres à part entière et les 10 partenaires. Et bien sûr, les immenses possibilités de croissance. Et après, la guerre tarifaire. La guerre tarifaire touche aussi les partenaires, pas seulement les BRICS, par exemple, et Sud-Est asiatiques. Et ceci crée une interconnexion plus étroite que nous n'avions pas avant avec les BRICS. L'Asie du Sud-Est est désormais pleinement intégrée aux BRICS, avec l'Indonésie en membre à part entière, et la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande. Très important. Et quand les Américains regardent ça et disent « Oh mon Dieu, il nous échappe ». Oui, il vous échappe en ce moment même. Absolument. Et bien sûr, 2 pays d'Asie centrale, très importants en tant que partenaires, immensément importants.
Donc le fait est que quand on regarde le spectre des gens dans Trump, 2.0 au poste de pouvoir ou pour appliquer la politique, ces gens comprennent-ils quelque chose aux BRICS? Évidemment non. Évidemment non. Et beaucoup d'entre eux sont néocons, même s'ils ne sont pas nominalement néocons. Ils ont une mentalité néocon. Donc oui, et ils voient les BRICS, la totalité de l'establishment, et Donald Trump lui-même voit les BRICS un peu comme des pièces d'échecs à enlever du plateau. Et ce qui est intéressant avec ce qui vient de se passer entre Poutine et Trump, c'est que, tu sais, je crois qu'il y a sûrement une naïveté que les États-Unis pourraient séparer la Russie de la Chine. Mais la Russie dit, oui, nous parlerons de normalisation avec vous. Mais il n'y aura jamais de concession où la Russie dirait, ben, oh, nous allons nous normaliser avec vous et nous éloigner de la Chine. C'est impossible. Ton avis là-dessus? Parce que je pense que cela touche le malentendu. Oui, il peut y avoir un gain économique à court terme pour les États-Unis et la Russie via la normalisation, mais penser que la Russie abandonnera l'Est, le Sud global, les BRICS, c'est impossible. Premièrement, ce n'est même pas sur la table. Et ils le répètent tout le temps. Et ton évaluation? Absolument pas. Et j'attends avec impatience dans 2 semaines. Je serai sur un programme fou. J'arriverai à Pékin à la fin du sommet SCO qui se tient à Tianjin, très proche de Pékin. Donc j'essaierai d'aller à Tianjin pour la conclusion du SCO, je suis désolé, du SCO où d'ailleurs Poutine et Xi seront présents. Le problème est que je dois aller à Vladivostok et gérer toute la logistique avant. C'est très compliqué avant le début d'un sommet et le sommet commence le 3 septembre. Donc je vais manquer le grand défilé à Pékin le 3 septembre. Mais je serai à Vladivostok, ce qui est génial. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, la session plénière qui va s'adresser à la plénière, Vladimir Poutine en personne. Et en général, Danny y parle pendant 3-4 heures. Oui, nous aurons Poutine en direct, le post-Alaska pour la première fois, car pendant le défilé en Chine, probablement il ne parlera pas d'Alaska. Il en parlera à Vladivostok. Cette semaine va être, une vraie bombe, commençant le 1er lundi, le 3 mercredi, et le 5, Poutine parlera à la session plénière. Cette semaine va être wow. Et ensuite, nous aurons la position russo-chinoise très très claire, non seulement sur ce qui a été discuté à Alaska, mais sur la discussion géoéconomique et géopolitique plus large. Oui, parlons de car, tu sais, alors que nous arrivons dans les 10 dernières minutes environ, parlons de l'importance du SCO. Je veux dire, nous avons Modi, il sera présent, et il y aura un échange, une rencontre entre elle et Poutine, je veux dire, entre elle et Modi. Il est probable que Poutine y soit également, mais elle et Modi vont se rencontrer, et c'est encore un autre exemple, à mon avis, de la façon dont Trump, comme tu l'as dit, a vraiment rapproché les BRICS. Mais parlons de l'importance de cela. Nous n'avons pas eu le temps d'y revenir jusqu'ici. Eh bien, Danny, tu peux imaginer quelqu'un dans Trump 2.0 qui comprend le SCO? Oublie. Non, c'est pas CEO, c'est SCO. Eh bien, ce genre de choses. S'ils ne comprennent pas les BRICS, le SCO pour eux sort de Pluton, qui est très très important. Il y a des années, le premier gars qui a vraiment dit que BRICS et SCO fusionnent, c'était qui? Loukachenko. Dans un futur proche, il est inévitable, le vieux Lucas, il regarde toujours loin. Et d'ailleurs, il a fait une impression immense sur Trump. Trump était absolument fasciné par Loukachenko, c'est vraiment quelque chose. Et il pense toujours à long terme. Pas de doute. Il est aussi membre du SCO, très très important. Maintenant, le fait que nous allons avoir Poutine, Xi et Modi dans la même pièce à Tianjin en Chine, discutant essentiellement de la sécurité eurasienne face à face pour la première fois, lors du sommet précédent, où étaient-ce les 2 précédents? Je crois qu'ils n'étaient pas ensemble pour certaines raisons. Xi n'était pas allé ou Modi, désolé, n'était pas venu, etc. Maintenant, les 3 seront là. Et j'espère, oh mon Dieu, Raisi sera présent parce que Raisi, c'est compliqué. J'essayais de gérer les discussions avec nos amis iraniens, mais c'est un dur à avaler après Rouhani. Mais bon, au moins s'il est là, ces 4 principaux BRICS seront à la même table, les 4 dirigeants. Et évidemment, cela inclut tout.
y compris la prochaine attaque israélienne contre l'Iran, avec ou sans les États-Unis. Donc ils doivent en discuter entre eux. Une position commune, encore une fois. Le SCO, ces dernières années, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, est passé d'une organisation centrée sur la sécurité et la lutte antiterroriste à la coopération économique. Ils discutent de projets de coopération économique. Ces derniers sommets, à Saint-Pétersbourg cette année et à Vladivostok l'an dernier, les tables rondes du SCO sont immensément intéressantes. Et ils parlent d'économie. Je crois que nous en avons parlé. Peux-tu croire que l'an dernier à Saint-Pétersbourg, à l'une des tables du SCO, les Afghans étaient présents et discutaient des investissements économiques en Afghanistan avec des ministres russes, entre autres. Incroyable. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce dont ils vont discuter à Tianjin du 31 août au 1er septembre. C'est la fin du sommet. Et bien sûr, avec Alaska en toile de fond, c'est encore plus important, car ils discuteront à nouveau du concept russe de sécurité eurasienne globale, le partenariat eurasien élargi, qui est la devise officielle russe pour l'intégration eurasienne et l'indivisibilité de la sécurité. Ce que les Russes ont proposé à l'administration américaine précédente en décembre 2021. Une indivisibilité pour tous, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, espace post-soviétique, États-Unis, etc. Ils discuteront de cela dans un cadre eurasien plus large. Donc, si quelqu'un dans Trump 2.0 pense pouvoir casser les BRICS et le CO en même temps, au revoir. Cela n'arrivera pas et nous allons le voir en direct dans 2 semaines. Oui. Et ton point sur les BRICS, le SCO, c'est le SCO avec coopération économique. J'espère pouvoir montrer ça, car, tu sais, j'étais à Yining, dans la préfecture autonome kazakh, Dili au Xinjiang, et Magnifique. Oh mon Dieu, c'est tellement beau là-bas. Et j'ai visité un musée du cheval géré par des Ouïghours. Je ne sais pas si les gens peuvent voir ça. Donc, je pense que maintenant nous pouvons, je vais juste zoomer, musée de la culture, autour du cheval de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc ce n'est pas juste la sécurité, c'est aussi tout le reste, économique, culturel. Et si quelqu'un connaît le Xinjiang en Chine, il sait que les chevaux, ils sont absolument essentiels. Il y avait des artistes ouïghours, kazakhs, qui vendaient leur art sur les chevaux. Et il y avait tout un projet pour préserver une certaine race de petits chevaux. J'ai pas vraiment compris cette partie, mais c'était génial. Mais cela montre juste l'importance du SCO et comment cela va bien au-delà et les BRICS. Aussi bien au-delà de l'idée de créer un pôle alternatif aux États-Unis. C'est aussi renforcer les liens entre eux. Mais tes derniers commentaires là-dessus, Pépé, avant de conclure. Eh bien, les prochaines semaines vont être incandescentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Car maintenant, d'une certaine manière, la balle est dans le camp de Trump. Il ne pourra pas le vendre, mais il devra essayer d'expliquer à cet immense univers, anti-paix en Ukraine et même anti-normalisation des relations américano-russes, ce qui a été discuté à Alaska et ce qui devrait suivre. Zelensky est un acteur secondaire. Cela ne compte pas. Et son successeur a déjà été choisi. Et c'est déjà un énorme problème, car si le successeur, via des moyens douteux et vraiment Zalushny, nous repartons de zéro. Donc, il faudrait avoir de vraies élections populaires en Ukraine, ce qui reste aussi lointain qu'une autre galaxie. Et bien sûr, n'oublions pas les gens qui dirigent le spectacle aux États-Unis et les élites atlantistes et ces fameuses familles dont nous ne pouvons évidemment pas prononcer les noms. Ils sont très furieux de ce qui s'est passé à Alaska hier et ils vont revenir de plein fouet, c'est sûr. Trump doit maintenant affronter tout cela en même temps. Aura-t-il l'endurance? Nous ne savons pas. Aura-t-il assez de puissance contre tous? Sûrement pas. Mais son plan B est déjà en cours. Il a déjà le titre si rien ne fonctionne. Regardez, j'ai tout essayé. Nous avons discuté en détail avec Poutine en supposant qu'il y ait la prochaine rencontre en Fédération de Russie. Mais l'Europe et Kiev ne veulent pas la paix. Donc c'est leur problème.
C'est leur guerre qui se battent. Donc voilà, il y a déjà une voie de sortie qui, de son point de vue, est en gros, essayons de conclure un accord. Si aucun accord n'aboutit, il y a un sous-accord. D'accord? C'est déjà bien. Et du point de vue russe, c'est assez similaire. En fait, ils n'avaient pas besoin d'Alaska. Ils n'avaient pas besoin de ce sommet. Ils y sont allés seulement parce qu'ils ont reçu, encore une fois, une proposition acceptable. Si la proposition n'aboutit pas, ils pourraient même continuer à investir aux côtés de l'administration Trump dans une sorte de normalisation des relations américano-russes, même en contournant l'Ukraine. Cela va être extrêmement difficile, mais les affaires sont les affaires. Et l'élimination d'un ensemble de sanctions très ciblées contre la Russie, c'est possible. Trump peut le faire via un ordre exécutif. Très simple. Et bien sûr, très important, Denis et vous tous, l'opération militaire spéciale continue. La guerre continue. La guerre ne s'arrêtera pas. Très important. Ils ont déjà convenu, selon Trump lui-même, aucun cessez-le-feu. Ce qui signifie que l'opération militaire spéciale se poursuit. Peux-tu imaginer ce qui pourrait se passer dans les 3 prochains mois? En supposant que tout avance très lentement, ce qui sera évidemment le cas dans les 3 prochains mois, l'effondrement de pratiquement toute la ligne de front est quasiment assuré. Et ensuite, encore une fois, nous revenons à Medinsky lors d'une de ces réunions à Istanbul. D'accord, vous ne voulez pas de notre accord maintenant? La prochaine fois, il ne s'agira pas de 4 régions, ce sera 8. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Disons que les 2 camps ont déjà leur plan B. Et bien sûr, ils essayons d'être magnanimes, mettent leur confiance sur « d'accord, réinitialisons nos relations. Voyons si le plan A fonctionne. » Sinon, cette réinitialisation, au moins entre Trump 2.0 et Moscou, est tout à fait possible à plusieurs niveaux. Et bien sûr, il y a un problème majeur intégré dans tout cela. Cela dépendra également de la façon dont Trump va traiter les autres BRICS désormais. Car nous ne savons pas, bien sûr, Danny et vous tous, à quel niveau ils ont discuté des BRICS à la table. Mais je suis sûr que Poutine, surtout, a essayé de montrer à Trump. Regarde, nous sommes l'un des principaux membres des BRICS. Et bien sûr, nous sommes tous attaqués et sanctionnés par l'Occident. Cela va-t-il changer? Ou es-tu prêt à reconsidérer certaines de ces sanctions? C'est une partie de cela, c'est la partie secrète de l'accord, que nous ne connaissons pas, sauf s'il y a des fuites des 2 côtés, mais apparemment ils ont reçu l'instruction d'être très discrets des 2 côtés. Pépé, c'était génial d'être avec toi. Tout le monde, nous avons encore du show à venir. Mais, Pépé, vous pouvez trouver son travail dans la description de la vidéo, sur Telegram et sur X. Assurez-vous de vérifier cela après l'émission. Pépé, c'est super d'être avec toi. Nous devrons faire le point après le SCO, obtenir plus de détails. Tout ça. Je serai en Chine. Oui, je serai en Chine. Je serai sur la route en Chine, ce qui est encore mieux. Oui, très bien. Je resterai en contact. Prends soin de toi. C'était super d'être avec toi. Merci, salut à tous. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Très bien, tout le monde. Nous avons encore du show à venir. Je vais inviter mon prochain, inviter immédiatement. C'est Mark Sleboda. Il est analyste en affaires de sécurité internationale et analyste géopolitique. Vous pouvez trouver son travail sur Boosty. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Marc, ravi d'être avec toi. Danny, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur l'émission. Oui, toujours un plaisir. Alors, commençons par ta réaction au sommet Poutine-Trump. Je voulais juste montrer, je n'ai pas pu montrer certaines des images presque humoristiques.
Ici, vous avez Donald Trump qui semble très fort. C'est le président des États-Unis qui montre sa force, pointant « oui ». Oui, cela a été partagé par la Maison-Blanche. Je veux que les gens puissent... Ils ont réussi à trouver une photo où le langage corporel traduit tout le sommet. Et puis, il y avait cette photo qui circulait, parce que je pense que l'optique montre vraiment ce qui s'est passé. Ici, vous avez Poutine sur le tarmac. Les gens disaient « Oh oui, Trump avait l'air très dur, et puis bam, les gens ont manqué ça. » Les médias occidentaux traditionnels, surtout. Mais Marc, qu'est-ce qui s'est réellement passé selon toi? Aucun accord n'est sorti, même si Trump disait qu'un accord allait être conclu sur l'Ukraine. Les deux camps restent très discrets sur les détails, mais quelle est ton évaluation? Oui, je pense qu'en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Je dirais que temporairement, Trump a été comme remonté à la manière d'un jouet mécanique jusqu'à où il en était il y a quelques mois, et ensuite il va revenir progressivement à la position qu'il occupait juste avant le sommet. Je l'imagine sur une période pas trop longue. Je pense que si une chose a été clairement transmise par ce sommet, c'est que l'intervention russe dans le conflit civil ukrainien, l'opération militaire spéciale, va continuer jusqu'à sa fin inévitable sur le champ de bataille. C'est tout. Exactement. Il n'y aura pas de règlement diplomatique, il n'y aura pas de réinitialisation des relations entre les États-Unis et la Russie, peu importe combien Donald Trump au fond de lui, si toutefois il a un cœur, ou... Bref. Je pense qu'une chose que je retiens, c'est que, sur le plan personnel, ce qui, en tant que réaliste structurel, n'est généralement pas si important. Je ne crois pas que Trump atteigne ce niveau. Sur le plan personnel, je pense que Trump, si vous remontez cette dernière photo... Laisse-moi voir si je l'ai encore. Voilà, celle-ci. Oui. Ce que je vois, et ce qui a le plus de sens pour moi sur le long cours, c'est ici un jeune garçon, émerveillé par son idole, recevant sûrement quelques conseils, un peu de leçons. C'est ce que je vois. Et je pense que si nous essayons de comprendre Trump, si nous essayons de le psychanalyser, ce qui est problématique, mais vous savez, c'est un peu le jeu, parce qu'il a une personnalité si quichotesque et changeante, une véritable bombe chaotique, assurément. Mais, à titre personnel, c'est ce que je lis de Trump. Comment expliquer autrement ces longues tentatives au fil du temps de s'écarter? Et il traite certainement Poutine avec un respect et une déférence qu'il n'accorde à aucun autre dirigeant mondial. Même s'il a récemment publié un post sur les réseaux sociaux appelant Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, le président très respecté de Biélorussie, et 1 million d'âmes du Deep State aux États-Unis et dans l'Occident ont crié de douleur à ces mots. Une courte, très courte torture psychologique. Mais finalement, ce que je retiens, c'est combien Trump est impuissant. Combien il est guidé par les institutions, que ce soit le consensus bipartite au Congrès pour maintenir la politique étrangère contre la Russie, le Deep State, le Blob, la bureaucratie permanente, les services de renseignement, le département d'État, peu importe le nom que vous voulez donner, le complexe militaro-industriel, les think tanks, les institutions, mais aussi les Européens et Kiev. Tous sont contre lui. Lors de sa première administration, Trump voulait désespérément, il semblait parfois, trouver un terrain d'entente et améliorer les relations avec Kim Jong-un. Et on lui a laissé une certaine marge de manœuvre pour cela. Mais quand cela allait trop loin, son propre personnel choisi, John Bolton, se réjouissant de la manière dont cela avait été fait à l'époque, a soigneusement arrangé pour que tout soit manipulé et détourné. Et j'imagine que dans les prochaines semaines, nous verrons cette courte période où Donald Trump tentera sûrement de se frayer un chemin hors de la bulle institutionnelle hégémonique américaine dans laquelle il se trouve, avant d'être de nouveau ramené à l'intérieur. D'une part, Trump sort de cette période. Maintenant, il revient à sa position d'il y a quelques mois, en ligne avec la Russie, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une paix durable. Et il avait brièvement adopté cette position après l'un de ses premiers appels téléphoniques avec Poutine. Puis ses propres institutions, et les Européens, l'ont progressivement ramené à exiger un cessez-le-feu inconditionnel. Il y a seulement 2 jours.
ce qui signifie qu'il a été remodelé par cela. En même temps, les dirigeants européens disent maintenant qu'ils promettent des garanties de sécurité à l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il nie désespérément à l'Ukraine toute garantie de sécurité. Donc, un pas en avant, deux pas en arrière. Finalement, je ne pense pas que cela change grand-chose sur le long terme. C'est un spectacle. Nous avons tous été divertis, n'est-ce pas? Êtes-vous pas divertis? N'est-ce pas pour cela que vous êtes ici? N'est-ce pas pour cela que vous avez élu Donald Trump? Pour être divertis, nous avons eu du spectacle, de l'excitation, de la pompe, des grincements de dents et de l'hystérie des parties concernées. Mais en fin de compte, je ne pense pas que cela change réellement le cours des choses. I wanted to ask you, Mark, because I agree especially about. Je voulais te demander, Marc, car je suis d'accord, surtout sur le ne change rien. Beaucoup de gens dans l'Occident collectif, aux États-Unis, qui suivent ces développements et des chaînes comme la mienne, ils considèrent Vladimir Poutine comme très fort, même si Vladimir Poutine, de son attitude, sa manière d'agir, il n'arrive pas là comme s'il était prêt à se battre. Il arrive prêt à négocier, prêt à être... Ironiquement, parmi tous les dirigeants mondiaux, il est... Oui, il est. Il a une ceinture noire ou quelque chose comme ça. De toute façon, je trouve qu'il est sorti de cette rencontre en paraissant incroyablement fort. Rien que la conférence de presse, Marc, il a pris les 2/3 de la parole, puis Donald Trump est monté et a improvisé. Mais Poutine avait plus de 8 minutes préparées d'une conférence très courte où il a juste exposé l'ensemble. Il est arrivé, puis il est parti et il avait Fox News, les médias occidentaux. Cause profonde, cause profonde. Tapez ces mots. En panique. Pour moi, c'est un enseignement majeur. Vladimir Poutine est allé aux États-Unis et les médias occidentaux, même s'ils aiment toujours dramatiser le danger. Poutine et Russie ont dû craindre qu'il ne soit pas quelqu'un à pousser ou à faire céder sur des enjeux absolument existentiels pour la Russie. Et c'est un point clé selon moi. Qu'en penses-tu? Oui, je suis presque certain que Vladimir Poutine ne transpire pas. Il est, je pense, biologiquement conçu pour ne jamais transpirer. Il ne tremble pas, il ne se laisse pas perturber. Il agit toujours avec calme, froideur, maîtrise, professionnalisme et diplomatie, le véritable archétype, l'exemple parfait d'un homme d'État mondial. Et cela rend l'Occident complètement fou, surtout lorsqu'il continue d'élire, vous savez, des demi-morts, des corps géliatriques atteints de démence, et des clones narcissiques oranges comme celui-ci. Et ce n'est pas seulement au niveau présidentiel. Si l'on compare les équivalents de capacité des deux côtés du sommet, Lavrov et Rubio, sérieusement, un de mes moments préférés du sommet a été Lavrov entrant avec assurance dans les locaux à Anchorage, portant un sweat SVR, renseignement extérieur russe. Pour moi, c'était juste du trolling absolu. Il a fait honte à Midjourney. Il l'a fait avec une autorité totale. C'est incroyable. Les médias occidentaux sont complètement devenus fous pendant toute cette affaire. Même sur le tarmac, on les entend hurler à plein poumon, n'est-ce pas? Alors que Poutine et Trump se rencontraient et se serraient la main. Président Poutine, quand cesserez-vous de tuer des civils? N'est-ce pas? Ce qui signifie que c'est le plus comment Donald Trump pourrait-il jamais vous faire confiance? Je veux dire, en termes de respect de ses engagements, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous savez, genre, entrer dans des négociations et ne pas immédiatement bombarder un pays pendant celle-ci. Moi, vous savez, comme un autre président que je connais, ou inviter un dirigeant étranger pour des négociations dans un troisième pays et ensuite l'assassiner en se vantant après. Je veux dire, ces gens sont-ils sérieux? Sont totalement. J'ai longtemps compris qu'ils sont totalement incapables de comprendre ou de percevoir leur propre hypocrisie. Ils vivent dans un monde totalement où ils sont absolument incapables de réflexion critique sur eux-mêmes, même à la plus petite échelle. And let's play this, Mark, if we can. Pour moi, c'est un enseignement majeur. Vladimir Poutine est allé aux États-Unis et les médias occidentaux, même s'ils aiment toujours dramatiser le danger. Poutine et Russie ont dû craindre qu'il ne soit pas quelqu'un à pousser ou à faire céder sur des enjeux absolument existentiels pour la Russie.
Et c'est un point clé selon moi. Quand penses-tu? Allez, allez les gars, allez, allons-y, allons-y. Merci presse, allons-y. Merci presse. Je veux dire, cet He's just espace, having Il s'amuse fun. juste. This is C'est Poutine qui Putin s'amuse. having Je veux fun. dire, c'est bizarre, n'est-ce I pas? mean, this is C'était le moment où son bizarre. extérieur a Right? le This plus was the craqué. moment Oui, when his laissez l'entrer. exterior cracked Et il riait the simplement. most. Il profitait de Yes. tout He cela. let in, and he was laughing it up. He was enjoying all of this. il était préparé aussi. Il était tellement préparé pour tout le moment. Et ensuite, il est sorti de Russie vers les États-Unis, a dit « Oh, ils ont laissé sortir les animaux de la cage. Et Donald Trump a en fait dit quelque chose comme ça. Composé. Vous voyez avec quoi je dois. Je veux dire, soyons honnêtes. Je veux dire, appeler ces voix propagandistes hurlantes, ce ne sont pas des journalistes, n'est-ce pas? C'est pas ça dans aucun sens du terme. Ils essaient juste, ils sentent désespérément que Donald Trump ne fait pas le travail attendu en tant que président de l'hégémonie en attaquant le dirigeant de la Russie. Alors, ils essaient de prendre la place, vous savez, de ses chaussures. C'est comme ça que je le vis. Mais oui, je veux dire, ils ont été simplement ignorés. Ils ont été écartés. Et il faut le dire, n'est-ce pas? Je veux dire, abordons juste la folie de cette question. Examinons-la juste une seconde. Les pertes civiles, les dommages collatéraux dans le conflit en Ukraine sont ridiculement faibles pour un conflit de cette intensité et de cette taille, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est inédit. Le nombre de femmes et d'enfants tués, vous savez, spécifiquement, est minime. Et la plupart de ces pertes sont sûrement sur le côté des forces du régime de Kiev. Quand vous lisez les gros titres et les rapports, la Russie a lancé 300 missiles et drones à travers l'Ukraine pendant la nuit et une personne a été tuée et 3 blessés. Réfléchissez. Pensez-y une seconde. Comment est-ce possible? Comment lancer 300 drones et missiles? La plupart atteignent évidemment, ils ont été interceptés par leurs cibles. Assez évidemment. La Russie va à des longueurs extraordinaires. Évidemment, elle se soucie beaucoup plus du peuple ukrainien que des dirigeants et journalistes occidentaux. Maintenant, comparons cela, bien sûr, ce qui ne sera jamais fait dans les médias occidentaux, aux pertes civiles lorsque Trump bombardait le Yémen il y a seulement quelques mois, n'est-ce pas? Ou oserons-nous mentionner les pertes civiles lorsque Netanyahou bombarde toute la bande de Gaza en ruine, avec exactement cet objectif? Je veux dire, c'est ce qu'une campagne qui non seulement ne se soucie pas des civils, mais en plus va jusqu'à, disons, en éliminer un certain nombre. Cela devient évident quand on regarde les chiffres des femmes et enfants en pourcentage de ceux tués. La moitié, voire plus, de ce qui est tué, ce sont des femmes et des enfants. Ce sont, là, les gens devraient hurler, crier à Netanyahou, quand cesserez-vous de tuer des civils? Pas Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Mais encore, attendons-nous à autre chose de la part des médias occidentaux à ce stade? Non, bien sûr que non. J'ai vu Poutine totalement en contrôle, n'est-ce pas? Il se sentait confiant, à l'aise, il savait ce qu'il venait dire et faire. Ils l'ont dit et sont partis. Et évidemment, bien que les deux côtés exagèrent combien c'était formidable. C'était 10 sur 10. La réalité, bien sûr, est différente. Il devait à l'origine y avoir une rencontre en tête-à-tête entre Poutine et Trump, n'est-ce pas? Avec traducteur, puis une réunion 5 contre 5. Ensuite, cela a été modifié pour que la première réunion soit 3 contre 3. Soit Trump, Rubio, et je crois Witt, et Poutine, Lavrov, et je ne suis pas sûr si c'est Dmitri ou Ushakov. Mais il y avait 3 contre 3, et cela a duré 3 heures. Ensuite, c'était fini. Il devait y avoir un déjeuner conjoint. Une deuxième réunion était prévue. J'ai entendu 7 heures puis 1h30. Alors j'étais là, 7 heures. De quoi? Vont-ils parler pendant 7 heures? Mais, continuons. Oui, tout le reste a été annulé, n'est-ce pas? Et ensuite, il devait y avoir une conférence de presse conjointe. Et je me disais, oh Vladimir, pourquoi as-tu accepté ces absurdités? N'est-ce pas? Vous savez, cette meute affamée, cette horde de zombies hurlants, et c'était pas un problème, parce qu'ils n'ont posé aucune question à la presse.
Comme vous l'avez dit, ils ont tous les deux fait, et non seulement cela. Poutine est passé en premier, inédit, pas de protocole. Il était presque premier et dernier. Il l'était parce qu'ensuite, il a parlé en anglais à la fin et a dit la prochaine fois à Moscou, n'est-ce pas? Mais c'est encore quelque chose qui a choqué les Occidentaux. Non seulement ils n'ont rien obtenu, ils ont tous été traînés là jusqu'au, disons, cul de l'Amérique pour ce spectacle. Mais ensuite, ils n'étaient même pas autorisés à poser d'autres questions, à part celles qu'ils hurlaient à distance, et semblaient apparemment se faire moquer par le président Poutine pour, vous savez, les avoir prononcées. Ce qui signifie que c'est encore une violation du protocole. C'est vraiment difficile à comprendre et difficile à lire, autrement que comme Trump adoptant. Je pense qu'il reconnaît, vous savez, Trump adore toujours jouer à ces jeux de dominance alpha, ces jeux de suprématie avec tous les autres dirigeants mondiaux. N'est-ce pas? On a vu ces poignées de main ridicules qu'il fait avec Macron. Erdogan fait la même chose. Je pense qu'Erdogan est même meilleur. Et il a brièvement essayé avec Poutine. C'était évident. Et Poutine n'a tout simplement pas cédé. Je veux dire, qui êtes-vous? Poutine est ceinture noire de judo. Soyons réalistes. Poutine a des biceps. Il était complètement prêt pour ça. Il ne s'est même pas tendu face à un type qu'il surplombe d'un pied, et vous savez, d'une masse corporelle significative. Disons simplement ça. Et Poutine n'a pas cédé. Encore une fois, je ne sais pas si l'homme est là, mais Trump a simplement laissé le statut d'alpha dog à Poutine tout le temps. Et il lui a montré de la déférence. Il lui a montré un respect qu'il ne montre à aucun autre dirigeant mondial. Encore une fois, c'est difficile à interpréter autrement sur un plan personnel. En fin de compte, je ne pense pas que le plan personnel importe. Parce que Trump ne sera jamais autorisé à prendre les décisions pour améliorer bilatéralement les relations avec la Russie, peu importe ce qui se passe en Ukraine. Et s'il y a une chose, vous savez, chaque fois que ce genre de situation se produit, j'ai peur que l'ancien Vladimir Poutine, vous savez, avant 2014 ou même jusqu'en 2022, vous savez, sa prudence et son attachement à la diplomatie et aux légalistes ont toujours été sa marque de fabrique. Mais il n'y a eu aucune concession. Aucune concession n'a été faite. Je sais qu'ils essayent de raconter certaines absurdités. Vous savez, Poutine acceptera de geler la ligne de contact à Kherson et Zaporozhye si Zelensky retire toutes ses forces de Donbass. Vous savez ce qui reste là. Et je me dis, pourquoi la Russie accepterait-elle cela? Ils violent leur propre constitution. Vous savez, violer votre propre constitution. Pas seulement la constitution, mais ils vont avoir Donbass terminé d'ici la fin de l'année. Je veux dire, ils détruisent le régime de Kiev à Donbass en ce moment. Les percées dépassent toutes les attentes, y compris les miennes. Ce qui montre que la facture sanglante d'une guerre d'attrition de presque 3 ans arrive maintenant à échéance. C'est ce qui se passe. On en voit les effets. On ne voit pas encore un effondrement complet, pas encore, comme certaines personnes le prédisaient tous les 2 mois depuis le début du conflit, mais on voit un effritement. On voit une incapacité à tenir l'ensemble des lignes de front. Et c'est ce qui a conduit à la profonde pénétration dans la crise opérationnelle et la carrière des Pikaros. Et je tiens à préciser que c'est pour cela que ce sommet a eu lieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si les médias occidentaux essayaient de le présenter autrement. La Russie fait un effort supplémentaire pour améliorer sa position avant le sommet, pour obtenir un levier. C'était exactement le contraire. La Russie avait déjà commencé à détruire le régime de Kiev dans la direction des Pikaros. Et c'est alors que, si vous n'arrêtez pas ça et n'acceptez pas un cessez-le-feu dans 50 jours, alors des sanctions secondaires sur les tarifs pour le reste du monde pour avoir osé commercer avec vous, et ensuite ils paniquent encore plus, et puis c'était 10 ou 12 jours, et nous sanctionnerons le reste du monde. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch, je ne pense pas grand-chose de Eurasia Group et Ian Bremmer, mais il y avait ce sketch dans leur émission Clone sur G0 Media intitulé « Trump sort en frappant ». Vous pouvez le trouver sur YouTube, Puppet Regime, et Trump est en colère. Vous devez accepter un cessez-le-feu. Vous devez faire ce que je dis. Non. Et ensuite,
Très bien, je vais faire quelque chose de vraiment fort. Et il vient et frappe Modi au visage. Et Poutine est là. Holy shit, n'est-ce pas? Et il dit, pourquoi m'as-tu frappé? Et Trump répond, eh bien, quelqu'un doit payer le prix pour que Poutine ne fasse pas ce que je dis, et ce ne sera pas moi. Et Xi Jinping est là. Et Modi dit, pourquoi ne l'as-tu pas frappé? Il aide, vous savez, il achète plus à la Russie que moi. Et Trump répond, eh bien, vous savez, nous avons discuté et c'est compliqué. Ils ont un levier sur moi que vous n'avez pas. Donc, vous savez, c'était l'accord. Mais c'était l'étape suivante. Et ensuite, la troisième étape. Nous devons nous rencontrer la semaine prochaine. N'est-ce pas? Vous devez accepter un cessez-le-feu la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils paniquent. Parce qu'ils, vous savez, évidemment, les médias, l'élite, la rhétorique, cela n'est jamais dit, mais certaines personnes à un certain niveau tirent la sonnette d'alarme. Les forces militaires du régime de Kiev s'effondrent maintenant à un degré sans précédent. Et il n'y a aucun signe, seulement des signes, que l'armée russe devient plus forte chaque jour et que les forces du régime de Kiev s'affaiblissent chaque jour. Et il n'y a absolument rien qu'ils puissent faire, ni économiquement, ni militairement, ni politiquement, pour inverser cela. C'est pourquoi l'insistance de nous devons obtenir un cessez-le-feu pour sauver notre régime proxy à Kiev. Et tout cela a été arrangé comme un piège de pression. Inviter Trump en Alaska, dérouler le tapis rouge pour lui, poursuivre la paix selon nos conditions sur tous ces grands panneaux publicitaires. Et Poutine est resté sur sa position. Paix, oui, selon nos conditions. Quand les causes profondes du conflit, ce qui signifie l'expansion de l'OTAN et ce régime bandériste que vous avez contribué à mettre au pouvoir à Kiev, sont réglées, c'était fini. Et ils n'ont pas cédé sur cette position. J'étais extrêmement heureux de voir qu'ils tenaient bon, puis ils sont rentrés chez eux. Marc, je veux maintenant entrer dans... Je vais examiner cette combinaison de réalité sur le champ de bataille et ce que j'ai vu avec le sommet d'Alaska et pratiquement tout ce qui a précédé et maintenant ce que nous allons voir après. La Russie et Poutine en particulier ont vraiment obtenu un énorme gain de soft power. Nous en avons parlé un peu ici. Victoire en termes de soft power, dans le sens où je veux vous montrer, je vous l'ai déjà montré, comment, et je pense que même si les gens, vous savez, les médias occidentaux mentent effrontément. Ils sont toujours Russie, 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 anti-Russie. Je crois que le niveau de panique que l'on peut percevoir sur Fox News, après cette rencontre, montre non seulement leur haine de la Russie et de Poutine, mais aussi l'efficacité du jeu de soft power pour la Russie, rien qu'en participant de la manière dont ils l'ont fait ici. Voici comment Fox News a réagi. C'était tout simplement très inhabituel, atypique, et je pense que nous attendons tous, vous savez, le compte-rendu officiel, car la façon dont cela se ressentait dans la salle n'était pas bonne. Il ne semblait pas que les choses se soient bien passées. Et il semblait que Poutine soit arrivé et tout écrasé, passant directement à ce qu'il voulait dire. Il est donc arrivé et a tout écrasé, et même le ton de sa voix est paniqué, comme l'a calculé le Télégraphe dans cet article. Il parle toujours de l'Ukraine, il panique apparemment maintenant presque tous les jours ou toutes les semaines, à cause de la réalité sur le champ de bataille. Dans cet article, il est littéralement indiqué que 65 000 hommes en âge de servir dans l'armée ont fui l'Ukraine pour éviter de combattre dans ce conflit au cours de celui-ci. Parlons de cette combinaison. C'est puissant et efficace. Et je crois que c'est pourquoi Trump a conservé ce statut de jeu alpha dog dont tu parlais lors du sommet. Il existe une réalité à la fois sur le champ de bataille et dans la position de la Russie lors de toutes ces rencontres avec les États-Unis. Alors, tes réflexions? Oui, en fin de compte, tout se résume à deux choses. L'Occident est incapable d'accepter, publiquement ou géopolitiquement, une victoire russe. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas la reconnaître. Et au même niveau, ils sont incapables de l'empêcher, et ils n'ont aucun levier contre la Russie pour l'arrêter et préserver ce régime proxy
qu'ils ont contribué à mettre au pouvoir depuis 2014 à Kiev. Ils n'ont pas, ils sanctionnent, n'est-ce pas? 36 000 sanctions contre la Russie dans la dernière décennie. Et vous savez, la Russie continue de croître l'an dernier à un rythme plus rapide que les États-Unis et la majeure partie de l'Europe, du moins en termes de PIB. Et vous savez combien de rapports avons-nous lus? Les médias grand public ont admis à contre-cœur qu'ils étaient à court de missiles. C'est pas que la Russie est à court de missiles. C'est pas que la Russie est à court de tanks. Ce n'est pas que la Russie est à court de toutes ces choses. En particulier les missiles de défense aérienne, les intercepteurs et tout le reste. C'est qu'ils en ont et ils sont incapables d'augmenter leur production parce qu'ils ont exporté toute leur production vers l'Asie. Vous savez, au cours des dernières décennies. Et vous savez, combien de fois le secrétaire général de l'OTAN doit-il admettre que la Russie surproduit par rapport à toute l'OTAN et leurs principaux alliés, réunis en termes de munitions et armements nécessaires pour ce type de conflit, par 4 fois. Ce qui signifie que la Russie produit 3 fois ce que produit l'ensemble de l'Occident. Et ils ont beaucoup d'autres engagements militaires dans le monde, Israël, Chine et tout le reste. La Russie, elle, n'en a pas. Ils n'ont donc aucune carte à jouer. Trump peut puiser dans son carquois pour sortir quelque chose et punir Poutine, mais il n'y a rien là. Et la Russie continue d'avancer sur le champ de bataille. Et ils paniquent. Ils reconnaissent toutes ces choses. Mais cela n'a pas le droit d'affecter leur narration. Ils ne les internalisent jamais. Ils se réfugient toujours dans le déni de cette réalité, parce qu'à un niveau fondamental, cela remet en question l'ordre mondial qu'ils ont créé, le moment hégémonique unipolaire depuis 1991, mais cela remet aussi en question leur propre identité, leur croyance dans le fonctionnement du monde et leur place dans ce monde qui est gouverné ultimement, que ce soit les élites politiques ou médiatiques. C'est toujours la même chose. C'est l'exceptionnalisme. Dans la version américaine, dans la version occidentale, c'est une idéologie messianique et suprémaciste qui leur dicte, qui les informe et ils y croient totalement. Cela leur est inculqué à l'école, à l'université, dans les institutions. Ils sont structurellement, socialement et surtout moralement supérieurs à tous les autres pays, États, civilisations sur la planète. Et donc ils n'ont pas seulement le droit, mais le devoir de diriger le monde. Cela leur est inculqué profondément. Poutine a récemment dit quelque chose qu'il a compris. Tout est une question de géopolitique et non d'idéologie. Et ça a toujours été ainsi. Et je ne suis pas d'accord parce que l'Occident est complètement guidé par l'idéologie. Et je crois que cette idéologie occidentale d'exceptionnalisme est l'idéologie la plus dangereuse au monde aujourd'hui. Et elle est choquée encore et encore. Vous pouvez même revenir à 2008 et la guerre d'août en Géorgie, et la Russie les a choqués encore et encore. Et la montée économique de la Chine, malgré tous les efforts pour la choquer encore et encore, et la résilience de l'Iran, il devient de plus en plus difficile d'ignorer leur puissance face à ce que les États-Unis et Israël peuvent déployer contre eux au Moyen-Orient encore et encore. Et ils ne tombent pas. Cela ébranle leur identité, leur croyance en ce qu'ils sont et en comment fonctionne le monde, et leur place dans ce monde est directement remise en question par tout cela. Et ils se replient toujours dans ce monde fantaisiste, où même lorsqu'ils émettent des faits à contre-cœur, ces faits glissent et ils sont incapables de tout traiter et internaliser. Et c'est pourquoi ce conflit va continuer. Trouvez-moi un dirigeant européen, autre qu'Orban ou Fico, qui, qu'on parle politique ou militaire, ne répète pas sans cesse « Nous allons être en guerre avec la Russie bientôt, dans 10 ans, dans 5 ans, moi j'entends maintenant 2 ans, et c'est leur intention, prolonger l'agonie de l'Ukraine autant qu'ils le peuvent, jusqu'au moment où ils croient pouvoir combattre directement la Russie. » Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une invasion de l'OTAN par la Russie. Il ne s'agira sûrement pas d'une invasion de la Russie par l'OTAN, du moins pas avant, vous savez, avant 2014. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont déplacer des troupes en Ukraine. Et si ce n'est pas en Ukraine, alors dans un pays comme la Moldavie, ou vous savez, un autre changement de régime, sûrement au Bélarus, ou même quelque part dans le Caucase du Sud. C'est de là que le conflit va venir.
parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à leur hégémonie. Ils ne peuvent pas accepter la défaite face à la Russie. Ils continueront à avancer pour essayer d'étendre l'OTAN et pour étouffer, asphyxier la Russie et la faire disparaître par cette stratégie de cocotte-minute des corporations grandes. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter les institutions qui créent les individus et les croyances qui mènent à cela. Quand l'un disparaît, le suivant est encore plus imprégné de ses croyances. Nous avons eu un changement au cours de la dernière décennie, ou disons 2 décennies, mais vraiment surtout la dernière décennie. Et la nouvelle élite européenne est tout aussi fervente, voire plus, dans son exceptionnalisme occidental que les Américains ne l'ont été dans l'exceptionnalisme américain. Et c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est plus l'Europe de Chirac et Schröder. Cette Europe-là a disparu. Ce sont des pays européens, des pays occidentaux. Et ce n'est pas seulement l'Europe, le Canada, l'Australie, qui au moins pour le moment, sont plus engagés dans l'hégémonie mondiale occidentale dirigée par les États-Unis que l'occupant actuel de la Maison-Blanche. Ils ne peuvent pas renoncer. Même si ce conflit se termine, ce ne sera jamais réellement terminé. Il sera figé, passera en phase de guérilla, peu importe. Ce n'est qu'une pause parce qu'il n'y aura pas de solution complète. Je sais que le Kremlin souhaite un certain type de règlement de paix, une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe, qui pourrait sécuriser, restaurer, si ce n'est la bonne volonté, au moins une certaine normalité diplomatique et commerciale, mais ce n'est pas possible. Ils ne vont pas obtenir cela, peu importe comment se termine le conflit en Ukraine, que ce soit à Kherson, Zaporozhia, Kiev ou à la frontière polonaise. Quelle que soit la fin, cela ne mènera qu'au conflit suivant, sûrement à court terme, parce qu'ils sont incapables d'accepter la réalité du monde dans lequel ils vivent. Ce moment unipolaire est révolu. Ils ne sont pas exceptionnels, ils ne sont pas moralement et structurellement supérieurs à la Russie, ce qui ne signifie pas que la Russie leur est supérieure non plus, pas au final. Mais les Russes ne croient pas en ce sens de mission universelle, comme les Occidentaux. Les Russes sont capables d'autocritique et de réflexion. Tout cela montre, lorsque j'évalue la situation globale entre les États-Unis et la Russie, par rapport à l'Ukraine, mais en général, la posture que l'on observe, d'un côté, vous avez bien sûr la Russie, qui va défendre la diplomatie. C'est l'approche adoptée, et c'est une stratégie de soft power, forte, compréhensible. Mais ensuite, il y a cette réalité que tu viens de décrire. Vous ne verrez jamais un président américain serrer la main de Vladimir Poutine et dire que nous coopérons désormais, parce que cela touche au cœur de ce dont tu parlais. Avec le centralisme américain, la Russie doit être dominée, pas coopérer. Et puis il y a cette réalité que je veux que vous saisissiez. Je n'ai pas pu informer les spectateurs en détail sur la réalité du champ de bataille où il apparaît, et je pense que c'est solide. Il y a de fortes preuves à ce sujet que la Russie affirme que la solution à ce conflit va se faire militairement. Et peu importe comment cela se termine, c'est quelque chose avec lequel la Russie va devoir composer pendant longtemps. Parlons de cette réalité du champ de bataille, car c'est là que l'exceptionnalisme américain explose de tant de manières. Le champ de bataille devait être l'endroit où, peu importe si les États-Unis voulaient renverser la Russie ou simplement la maintenir engagée le plus longtemps possible dans le conflit, tout devait bien se passer. Et cela se passe mal. Alors, ton évaluation, Marc? Oui, tes observations sur le soft power sont pertinentes et intéressantes. Le soft power, c'est la bataille pour les esprits. Ce que vous, spectateurs, êtes en train de penser. C'est le champ de bataille de l'information. Et tout repose sur les perceptions et les narrations. Cela vaut pour les autres élites dans le monde, ainsi que pour le peuple. Le soft power dépend beaucoup de la langue et de la culture. Seule une partie filtre à travers les barrières linguistiques et informatives, et certains pays comme la Chine disposent d'une immense souveraineté numérique et sécurité. Donc le filtrage est encore plus restrictif. Ce que nous avons vu avec les visuels venant d'Alaska constitue une victoire universelle en soft power.
Parce qu'à part cette photo de Trump, avec son doigt, tous les autres visuels racontent une autre histoire. Et pour quiconque fait attention, tout cela impose un message. Si Poutine n'accepte pas ce que nous disons, il y aura de graves conséquences, des tarifs, un réarmement de Kiev, toutes sortes de punitions. Puis Poutine sort et ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient. Et tout le monde fait semblant de ne pas avoir remarqué, parce qu'ils n'ont pas la capacité de punir. Pour quiconque observe, c'est une victoire de soft power. Il s'agit simplement du pouvoir. Qui a le pouvoir pour imposer sa volonté? Je ne dirais pas encore que la Russie a le pouvoir de contraindre l'Occident, mais elle a le pouvoir de résister. Et c'est déjà suffisant lorsqu'on passe d'un système hégémonique à un système multipolaire. Ils ne peuvent pas seulement résister, ils peuvent défier. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire. J'ai aussi vu, suite à cela, un autre extrait de Fox News, où un homme, censé être un analyste politique, parlait de la façon dont tout cela crie que Poutine est désespéré. Vous savez qu'il est celui qui n'a aucune carte en main ici. Et je me suis dit, sur quelle planète êtes-vous, mon ami? Vous y croyez vraiment, ou est-ce juste une manière de détourner, vous savez, les dégâts causés par le soft power de tout cela? Mais encore une fois, le simple fait que ce sommet ait eu lieu est le résultat de ce qui se passe sur le champ de bataille. Le champ de bataille dicte tout. Et toute cette panique, toutes ces menaces qui ne se concrétisent jamais. C'est pas tant que Trump recule toujours, c'est qu'il bluffe. Il ne s'en rend sûrement pas compte sur le moment, mais vous savez, ses collaborateurs lui présentent des options politiques qu'ils ne sont pas capables de mettre en œuvre. Du moins pas avant d'avoir évalué quel type de répercussions et de dommages ils pourraient subir eux-mêmes en appliquant ces politiques. Et alors ils se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment d'option, n'est-ce pas? C'est pour cela que Trump fait simplement des allers-retours. À un moment, il a réalisé qu'il menaçait le reste du monde de sanctions tarifaires qu'il ne pouvait pas appliquer. Puis il a organisé ce sommet, ce qui a semblé repousser le problème pour ne pas avoir à appliquer quelque chose qu'il savait ne pas pouvoir faire. Et juste avant le sommet, il revenait à la menace de tarifs et de conséquences sévères. Et c'est comme, que faites-vous? Vous vous êtes créé une clause de sortie avec des menaces que vous ne pouvez pas tenir, et maintenant, vous vous retranchez derrière ces mêmes menaces. Ce n'est pas du jeu d'échecs à 5 dimensions, n'est-ce pas? C'est un président, et qui plus est, une administration qui n'a aucune idée de ce qu'elle fait, et qui trébuche d'une crise souvent autogénérée à l'autre, en proclamant victoire partout, nous gagnons toujours. Nous avons entendu... Nous avons entendu Six Accords. Oui, nous avons entendu ce post sur Truth Social la semaine dernière, où Trump répondait avec colère aux commentaires de John Bolton sur les conséquences de ces 25% de tarifs punitifs sur l'Inde, qui poussent maintenant l'Inde à améliorer ses relations avec la Russie, et il faut aussi mentionner la Chine. Ils rétablissent les vols directs avec la Chine et le commerce. Modi se rend à Pékin, vous savez. Lorsque Trump a d'abord annoncé ses commentaires, la première chose que j'ai faite a été de me tourner vers ma femme et de dire « C'est génial, merci, c'était merveilleux, merci d'avoir fait ça ». Elle était perplexe et je lui ai expliqué « Je dis toujours que pour les tarifs, je suis du genre... Continuez, faites-en 500%. Peu importe, l'effet est le même. Plus vous essayez de serrer votre emprise, plus les systèmes stellaires vous échappent. » Fait référence à un nouvel espoir de Star Wars ici. Mais à un moment, il va y avoir, nous voyons cet effondrement des forces, et c'est encore très peu relaté dans la presse occidentale sur l'importance des cris des commandants ukrainiens concernant cette crise. Si jeu opérationnel dans l'arrière, vous allez commencer à voir des positions majeures tomber qu'ils ne peuvent pas cacher. Pas seulement Pokrovsk, Kostiantynivka, Liman, Kassiviar et Siversk, qui seront tous sur la sellette dans les prochains mois, pas seulement Sloviansk et Kramatorsk, probablement d'ici la fin de l'année ou peu après. Mais que vont-ils faire quand les forces russes atteindront et traverseront le Dnipro? Que feront-ils quand les forces russes avanceront sur Kiev? Si nous en sommes à ce niveau d'hystérie, avec ce recul bizarre et le retour à une narration complètement fictive,
Que ferons-nous quand cette situation surviendra? Cela va arriver, parce qu'il n'y a aucun règlement diplomatique en vue. Il n'y a absolument rien sur lequel ils s'accordent. Trump parle maintenant d'un accord de paix au lieu d'un cessez-le-feu, mais il évoque aussi des garanties de sécurité, ce qui signifie des troupes de l'OTAN, américaines ou européennes, sur le terrain en Ukraine, ce que l'intervention russe entière visait à empêcher. Il n'y a donc aucun signe d'accord, même si la position de la Russie se renforce sur le champ de bataille. Mais cela commence à se voir aussi sur le plan diplomatique. Et quand on parle de soft power, il s'agit surtout de la perception et de la narration dans les médias anglophones, car c'est encore dominant dans le monde. Mais en dehors de cette sphère, dans les médias du Sud, global et non occidentaux, la perception est que la force de la Russie en termes de soft power augmente énormément. La Chine, en fait, pourrait commencer à s'inquiéter à un moment, parce qu'il est vrai que la Russie porte la majeure partie du fardeau militaire de la confrontation avec l'Occident. Ce sont eux qui affrontent réellement. L'Iran, récemment, brièvement, et probablement encore, presque certainement, et la Corée du Nord est également intervenue. Mais la Chine reste en retrait, se renforçant. Ce mythe du « la Chine ne fait rien et gagne » reste vrai. Des données économiques récentes montrent que les exportations manufacturières de la Chine dépassent désormais celles des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne réunies. C'est fou. Et malgré toutes les tentatives pour freiner la Chine, ces exportations continuent de croître et atteignent de nouveaux sommets. À la même période, les États-Unis viennent de franchir la barre des 37 trillions de dollars de dette nationale. Je veux dire, ces réalités économiques que l'Occident reconnaît parfois, mais ensuite ce n'est jamais autorisé. Ils ne sont jamais autorisés à les soutenir. Ils ne peuvent jamais former de nouvelles narrations. Ils abandonnent toujours, et tout revient à la rhétorique et à la croyance, n'est-ce pas? Vous savez, il y a encore des gens, pas seulement des gens, mais des journalistes, des commentateurs, des politologues, qui diront encore des choses absolument ridicules du niveau de Baghdad Bob, la tête dans le sable. Des phrases comme « la Chine ne peut pas innover » ou « la Russie ne peut pas innover » ou que la Russie est, vous savez, le Nigeria sous la neige ou qu'un pays producteur de gaz ne peut pas innover. Can't innovate. Oh, they just literally destroyed you. Oh, ils viennent littéralement de vous détruire dans les technologies de pointe, l'IA. Et maintenant, tout le monde admet même cela. Et ça empire encore, Marc. Je veux vos commentaires finaux, parce que je vais montrer ça aussi. Nous savons que Trump a encore reporté la guerre tarifaire contre la Chine pour 90 jours et que le surplus commercial de la Chine est vraiment bon, en croissance de 5%, comme vous l'avez dit, ne rien faire et gagner. Oui. Ian Bremmer avait un extrait de Pays sous influence, où Trump menace Xi Jinping au téléphone, et on entend un son comme une roulette qui tourne dans un jeu télévisé. Prolonger les exemptions pour 90 jours supplémentaires. Alors, augmentez le volume, parce que je veux que vous, Marc, So everyone, turn up your bien, volume car je pense because I want you, Mark, c'est just un bon a endroit complete pour deflection and Cet of extrait reality devient when it l'exceptionnalisme comes to américain the Ukraine conflict et un déni and really the complet reality de la of the réalité situation concernant overall. le But conflit turn up your en volumes, Ukraine everyone, et la because situation I think the audio might be a globale. little low. But here we go. Sans blague, je pense que c'est une énorme victoire pour le président Trump et pour les États-Unis. Il n'y a qu'une seule superpuissance dans ce monde, et c'est les États-Unis. À la fois militairement et économiquement, les visuels du côté militaire sont parlants, mais les présidents Poutine et Trump ont aussi parlé de la puissance économique. Je ne pense pas que cela concerne seulement l'Ukraine. Je crois qu'ils ont probablement abordé des sujets plus larges, comme la Chine, Israël, et l'endroit où se trouve Vladimir. Vous pensez qu'ils ont parlé de tout cela? Je pense qu'ils en ont mentionné certains points. Je ne crois pas qu'ils aient détaillé les cartes, mais ils voulaient parler de tous ces endroits où la Russie est présente dans le monde. Et nous pouvons pousser la Russie à bout. Parce que si Donald Trump décide de tourner ce bouton et de dire que vous ne participez plus à l'économie mondiale, vous allez vous effondrer. C'est pourquoi le président Trump détient toutes les cartes. Et c'est pourquoi R. John Radcliffe intervient, n'est-ce pas, Jason? John Radcliffe est important. Il connaît la situation en Russie, il a les renseignements. Alors il dit, écoutez,
c'est ce que Charlie Hurt-Radcliffe pourrait dire, mais je vais vous dire la réalité, ce qui se passe réellement en Russie. Discuss and Demain. Oui, c'est bien que Radcliffe soit là pour exposer la réalité de ce qui se passe en Russie. On ne peut pas simplement manipuler la Russie avec les sanctions. Je suppose que nous avons sauté ces dernières années où le bouton des sanctions a été actionné. Ce niveau de propagande est incroyable. C'est littéralement l'empereur sur scène, sur une place médiévale, marchant nu, et ce type est le crieur public avec sa cloche proclamant « Regardez comme les habits de l'empereur sont beaux. Oh mon Dieu, il a un designer incroyable, n'est-ce pas ?» C'est absolument faux, le niveau de délire. Et rien de ce qu'il a dit ne s'est vraiment produit. Vladimir Poutine ne va pas là pour parler des affaires des autres. Non, il va là-bas pour parler des affaires de la Russie. Bien sûr qu'il aborde la Chine. Vraiment? Vous y croyez? Je pense que si un accord avait été trouvé sur l'Ukraine et que la conversation avait continué quelques heures, ils auraient sûrement abordé le Moyen-Orient et la Chine et échangé des notes sur l'écart de leurs positions. Mais en 3 heures, avec le déjeuner et les réunions ultérieures, non, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas posé de cartes sur la table et dit « Non, Trump, non Poutine, vous ne comprenez pas ». C'est ce type vivant dans une réalité différente, comme s'il n'avait pas essayé de sanctionner la Russie depuis 10 ans, des milliers, des dizaines de milliers de sanctions, et l'économie russe continue de croître. And it's the Trump Et News c'est le Network réseau too. Trump That's News the big aussi. meltdown. Les gros effondrements viennent de là, de Fox News. Ce type est là pour maintenir le délire, comme dans Matrix, pour tous ceux encore enfermés dans ces bulles humaines. Et il y a une seconde qui hurle de nouveau, et ce type est cette seconde. Marc, Mark, c'était it vraiment was un bon a moment really ici. good Tout time le here. monde, assurez-vous d'aller dans la Everybody, make sure description de la you vidéo go to the après video le show. description after the show. Vous pouvez You trouver can find Mark on sur Boosty, Boo support him et le there. soutenir la PABA. All the Tous les links liens to support pour this soutenir show are cette also émission there. sont Patreon, aussi là. Substack, and much Patreon, more. I want to Substack thank all the super et chats. bien Oops, plus. that's not the super Je chat. veux remercier This, tous les I super want chats. to thank everyone who gave a super C'est chat pas le super chat. Je as veux well. remercier tous. Thanks so much. Ceux And thanks qui for so ont much for envoyé, sending your un Saturdays. Thanks to all super the chat. moderators. Merci également pour vos samedis Um, envoyés. Merci You à all do a tous. great job. Les modérateurs, Mark, vous faites any tous last un words excellent before we head out of travail. here? Marc, un dernier mot avant de terminer. Oui, j'espère simplement que tout le monde a apprécié le spectacle de cette semaine entière. C'est mon principal ressenti. Au moins, c'était divertissant. Et au final, n'est-ce pas pour cela que vous êtes là? Pour être diverti. Moi, j'ai été diverti. Je ne pense pas que quelque chose de vraiment substantiel va émerger de cette dernière semaine, avec toutes les spéculations, qui va obtenir quoi, vous savez, toutes celles que nous avons faites, tous ces accords de paix supposés, et vous savez, qu'en pense Kiev, qu'en pense l'Europe, et à la fin de la journée, cela n'avait finalement aucune importance. C'était complètement sans conséquence. Mais au moins, nous avons eu un moment de divertissement. Yeah. And I just want to N'êtes-vous pas say diverti? really quickly Oui. as we head out of Et here, je veux juste dire I rapidement hope that this avant de conflict has been a partir, lesson que that j'espère que ce as conflit we've aura talked about with été American une exceptionalism leçon, in the comme nous l'avons US, the US évoqué empire's avec position, l'exceptionnalisme how it américain operates, Trump aux or no États-Unis, Trump. la The only way you get position what de you l'Empire want américain et son fonctionnement in the world avec stage ou is sans when Trump. La seule manière those who want d'obtenir ce que l'on something veut different sur la scène fight mondiale, for it and they c'est win. And that's lorsque exactly, I ceux think, qui what veulent quelque Russia chose is showing de is that différent se if they're going to battent get pour the security l'obtenir that they want, if they're going to et get c'est you know, exactement this ce que la Russie alternative montre order in the si elle veut world that obtenir la sécurité qu'elle serves both désire, Russia and the si elle world veut far instaurer cet ordre better than alternatif the dans current le one. monde qui sert mieux la Russie You have et to le monde fight que and win l'ordre it. actuel, That's il faut and that's se what's battre going to happen et gagner. everywhere. Et People hope c'est ce qui va that devoir this se new passer world is partout. going to bring Si les peuples espèrent que a ce better nouveau monde situation than the apportera one même we're in now. une situation And meilleure just que celle one difficile final dans note laquelle nous sommes. on that Et juste une vein, dernière remarque dans right? ce Even sens. from the Même depuis la position position de of force relative dans laquelle relative se trouve la strength Russie maintenant, that sur Russia le plan is in right militaire, now, sur le champ de bataille militarily en on the Ukraine, battlefield in politiquement Ukraine, avec le reste du politically monde, with the et rest of the world, économiquement, en economically, défiant et en defying développant une and économie growing an alternate alternative, ou economy, au or moins at least les the germes kernels de of it celle-ci. out of all of this. À partir de Putin tout cela, is, Poutine, as en tant qu'homme the d'État, statesman, reste pleinement as conscient, malgré eternally toutes ces cartes, conscious, des limites réelles du despite pouvoir et having all des those horizons cards, géopolitiques a de la very Russie.
Bien sûr, definite Poutine ne real-world dépasse pas les limitations préoccupations on absolues de Russia's sécurité power and nationale de la Russie. geopolitical Il ne horizons. se vante pas, Putin il ne fanfaronne is pas, still il ne fixe pas d'attentes bringing it all irréalistes. down Il real ramène low and on toujours the tout sur earth and terre said, et il dit this is voilà what ce we're dont nous sommes capable of capables and this et is what voici ce we're que nous doing. faisons. And we'd Et still nous préférons really prefer vraiment to talk our discuter way et raisonner and avec vous à reason travers with tout you cela. through all of Mais this. si vous But n'êtes pas là, if you're alors not que if pouvons-nous you're not faire? there, then what can we Exactement. do? Alors, tout le monde, Exactly. cliquez sur le bouton All right, everybody, hit that j'aime like button avant before de you go. partir. That helps keep Cela the aide à stream maintenir going le flux after we après are notre départ. through. Again, the video Encore une description is fois, all the places la you can description de la support vidéo Mark. contient tous les liens pour And be sure to soutenir Marc. hit up the Et links assurez-vous de for consulter les supporting liens this channel. pour soutenir cette chaîne. I'll be Je back on reviendrai Monday with lundi Sean Fu and avec Richard Sean Wolf Fu to talk et Richard Wolf economics of pour parler de geopolitics. l'économie et de la That said, géopolitique. we're heading out of Cela here. dit, Take nous care. allons Bye-bye. partir. Prenez soin de vous. Au revoir.